Conservation, sous l'égide du ministère de la Culture. Il faut bien voir la réalité des choses. On est pratiquement les premiers en Bretagne à avoir fait ça. Et même des structures, des institutions financées par des fonds d'État, quand ils font des projets, nous demandent à nous maintenant d'Astum de nous intégrer à leurs projets de façon à bénéficier de notre centre de documentation. Alors ça, c'est un phénomène qui est intéressant parce que ça veut dire aussi que finalement on est les premiers à l'avoir fait. Bon, le système qu'on a utilisé va peut-être, peut-être que ces gens-là vont utiliser notre système puisque nous on a déjà commencé à faire le travail. Et donc pour une fois, si vous voulez, c'est pas les institutions qui ont défini leur système de classement et leur façon de voir les choses, mais c'est peut-être des associations qui ont fait tant bien que mal le travail et qui sont prêts à critiquer ce travail, mais qui vont peut-être influencer le travail qui sera fait par les institutions par ailleurs. Alors, je passe la parole à une autre personne qui va réclamer le vote. D'un point de vue strictement breton, il faut bien voir que pour nous, ce qui est important, c'est que tout ce qui a été collecté est remis à la disposition des Bretons. Alors, c'est ça la perspective importante. Ensuite, que des chercheurs internationaux aient des possibilités de faire des études comparatives, c'est très bien, et pour nous, c'est pas la priorité. Enfin, moi, je fais quelques recherches aussi comparatives avec d'autres pays. Je ne trouve pas les mêmes classifications, mais quand un chercheur est suffisamment formé, il arrive très bien à regarder quelles sont les différentes classifications et s'y retrouve. Donc je crois que la perspective qui est prise est bonne, ça marche, et bien on n'a qu'à continuer comme ça de toute façon. Je ne vois pas pourquoi on devrait défaire tout le travail d'analyse qui a été fait, qui est déjà énorme. Tout le monde peut critiquer certains petits points, je peux le faire moi-même, mais je crois que c'est énorme et c'est bon. Enfin, je crois que, bon, je vais pas dire en gros, je vais pas dire le contraire de ce que tu viens de dire, puisque c'est ce qu'on a fait. Mais simplement, je crois qu'il y a quand même un élément qui est intéressant, c'est de comparer les classifications et de voir ce qui manque. Et quels sont les critères qui ont été oubliés ou les critères qui sont à revoir, si tu veux. Parce que c'est vrai qu'on tombe sur ce problème nécessairement, il y a toujours un choix subjectif quand on définit une classification, quand on définit un critère, pourquoi est-ce qu'on prend ça et pas autre chose, on tombe sur ce genre de problème. Et autant on ne l'a pas tellement rencontré dans la chanson, parce que c'est quand même relativement limité comme critère, autant on le rencontre au niveau de la classification générale. Paulique, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, je pense que tout système de classement est bon, puisqu'il est destiné à permettre à celui qui l'utilise de s'y retrouver. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, une fois qu'on a défini un, les changer. Mais d'après ce classement que je viens de dire, et tout ce que tu viens de dire, Patrick, tout ce qui a été dit, c'est surtout basé sur les textes. Que devient la musique dans cette affaire-là? Un chant, ça suppose une partie de musique et une partie de chant, de texte. Or, qu'est-ce qui est envisagé ou quelque chose a-t-il été fait pour la musique? Je souscris à tout ce que tu dis, Paulique. Simplement, on ne l'a pas fait parce que on peut dire que le travail de classement, c'est principalement moi qui l'ai fait au niveau de Dastum, et je suis complètement incompétent en matière de musique. Donc, on ne l'a pas pris en compte, c'est tout, mais c'est quelque chose qui reste à faire, comme un tas d'autres domaines d'ailleurs. Et alors, la question que je pose en entendant tout ceci, est-ce que Dastum est fait pour des petits vieux archéologues, ou bien est-ce que Dastum est fait, et je vais dans le sens de la je ne sais même pas qui vous êtes, bon, dans le sens donc de récupérer ce qui est le plus immédiatement et rapidement récupérable, et qui n'est pas, à mon avis, la langue bretonne, ô sacrilège. Je ne parle pas la langue française, vous savez bien que je suis un militant en langue bretonne. Ce qui est le plus urgent, c'est quand même la musique. Et c'est ce qu'il y a de plus vivant. Et c'est ce qu'on peut puiser immédiatement si on ne met pas les affaires dans un frigidaire. Or, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre des affaires dans un frigidaire avec de belles étiquettes, comprenez? Les discussions comme je ne sais pas qui le monsieur qui a parlé là, je suis mais pas tellement d'accord avec vous, monsieur, parce que la musique, je suis en plein terroir bretonnant. Je suis donc depuis longtemps un médiateur entre le peuple,
qui vieillit avant qu'il ne meure, et les jeunes qui viennent donc m'empoisonner en me demandant « mais on voudrait aussi, on voudrait cela ». Il est plus que temps que Dastum fournisse des éléments, et ce qui est premier, c'est quand même la musique. Et il faut donc, voilà ce que je voulais dire en gros, mais enfin j'ai bien d'autres choses encore, mais... Non, mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites, simplement... Tu es d'accord avec tout ce que dit tout le monde, Patrick? Mais je suis d'accord avec ce que vous dites, parce que je n'ai pas à dire le contraire de ce que vous dites. Simplement, je voudrais faire une remarque, c'est que d'une part, je crois que Dastum a quand même montré qu'il communiquait ce qui était engrangé à charge pour les gens de venir le consulter, et ça on ne peut pas faire le travail pour eux, ça c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est qu'on a annoncé clairement le sujet des colloques, le sujet de la rencontre, qui est le classement et la diffusion. On est en train de parler du classement, c'est normal qu'on reste dans le sujet. Les bénévoles et les permanents de Dastum ne sont pas les seuls à travailler sur le répertoire traditionnel et à s'interroger sur les problèmes de documentation. Ainsi, au Québec, Carole Saunier, responsable des archives du folklore à l'Université Laval, Marie-France Calas de la Phonothèque nationale de Paris et Annette Catena du secteur documentation et information à l'Université de Paris 8. Michel Vallière de l'Union Poitou-Charentes pour la culture populaire propose quant à lui de tisser de nouvelles relations avec les institutions officielles et les universitaires. Régionales et nationales. Ceci nous paraît très très important pour Poitou-Charentes de ne pas se confiner dans le monde associatif, c'est-à-dire nous sommes partis, moi je suis du monde associatif, je le dis bien haut, je suis prof, j'ai mes copies à corriger pour lundi dans mon sac et je travaille aussi comme mon camarade à gauche le soir et les jours chômés. Nous pensons qu'il faut sortir coûte que coûte d'une forme de narcissisme associatif dont nous crevons. À l'UPCP, c'est vrai en tout cas. Je pense qu'il faut établir une plateforme avec une nouvelle citoyenneté entre les chercheurs professionnels du type CNRS, les universitaires qui ont une mission de former, les instituteurs, les professeurs, les enseignants qui ont une mission de diffusion, les animateurs culturels et le monde associatif. Je crois qu'il faut définir un nouveau cadre de citoyenneté et qui soit égalitaire. Motivation, c'est elles qui s'adressent à nous. La première motivation, c'est qu'elles veulent qu'une partie de ce qu'elles ont fait, c'est pour répondre à votre question, monsieur, soit conservée, mais conservée au titre d'archives de sécurité. C'est-à-dire pas conservée de la façon dont Patrick Malorieux l'a évoqué hier. Il y a une façon de conserver qui est de multiplier les copies. C'est le principe de Langlois, multiplier les copies un petit peu partout. Et c'est un très bon principe de conservation. Il y en a, mais il n'est pas suffisant en matière d'archives audiovisuelles. Il faut, si on veut vraiment conserver les documents,
du moins dans les techniques qui sont actuellement connues, prévoir une archive de sécurité qui ne servira pas à la copie et qui sera conservée dans des conditions de température et d'hygrométrie telles qu'elles sont actuellement connues et telles que les recherches évoluent, puisqu'il y a une recherche qui est en cours dans ce domaine-là. Donc, on s'adresse à la Phonothèque nationale pour l'archivage de sécurité dès que l'on veut qu'il y ait un témoin de ce type qui soit conservé. Donc, il faut essayer de trouver, si vous voulez, que le document que vous déposez soit quand même audible. Ça ne veut pas dire par là qu'il faut mettre au rebut des documents de première valeur qui seraient difficilement écoutables. Mais c'est un critère qui doit en tous les cas être pris en compte, et ça implique de la part de celui qui dépose, en tous les cas, qu'il ait la conscience que ce document sera un document archivé, et non pas uniquement un simple document de travail. Et ça, c'est un changement de mentalité extrêmement important. J'ai dit au début que l'accessibilité se faisait aussi en fonction des restrictions appliquées sur chacune des collections. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai pensé. Oui. Bon. Et alors, c'est sûr que s'il y a une collection qui est sous réserve, soit à cause d'une publication ou d'un projet de thèse, ou enfin, peu importe, là, ou tout simplement des renseignements qui sont un peu embêtants de divulguer, que l'informateur ou l'informatrice se dit, bon, ben écoutez, moi, je ne veux pas que ça se sache que j'ai dit ça. Hein. À ce moment-là, on le sait parce que le collecteur, lorsqu'il arrive, il nous donne ses restrictions. Alors, ça nous embête un peu moins à ce moment-là de dire oui ou non à la copie ou à la non-copie. Mais j'ai entendu parler une fois un informateur très mécontent parce que, bon, il y a une chanteuse chez nous, Louise Forestier, qui avait beaucoup publicisé une chanson, et il était sûr que c'était la sienne et c'était sa version parce qu'il disait elle se trompe à la même place que je me suis trompée. Bon. Bon, je suis Annette Catlin et je viens de l'Université de Paris 8. Je vais vous parler de l'image, mais je voudrais évoquer le problème, c'est-à-dire préciser les points qui sont difficiles dans l'analyse de l'image. Je pense que ça n'est pas clair pour tout le monde et que tous les utilisateurs, à quelque titre, que ce soit d'une collection d'images, sont intéressés, que ce soit ceux qui rapportent des images ou ceux qui viennent ultérieurement les chercher. Tout le monde est intéressé. Mais bon, c'est un problème difficile et je ne voudrais ici évoquer que les grandes lignes, c'est-à-dire les points qui posent problème. Alors je vais commencer par évoquer le problème de l'analyse, puis du classement et des fichiers, et ensuite des langages de description des images. Alors le but de toute collection d'images, c'est de servir à des utilisateurs. C'est peut-être pas toujours évident, parce qu'il y a un aspect conservation de l'image. Mais ici, je me placerai sous l'aspect utilisation, pas seulement conservation. Je ne nie pas l'importance de la conservation. Alors, l'un des points difficiles, c'est que pour bien arriver à rechercher une image, il faut que les gens qui les collectionnent prévoient d'abord l'ensemble des questions ultérieures des utilisateurs. Et ça n'est pas toujours facile. Alors, je vais évoquer un problème peut-être avec un exemple, la difficulté de l'analyse de l'image. On va prendre un exemple qui est peut-être réaliste, mais imaginons une photo, une vieille carte postale du début du siècle, avec une dentelière à l'œuvre, installée dans une rue ancienne, par exemple, de Pontivy. Cette photo, elle pourrait sortir ultérieurement sous beaucoup de points, c'est-à-dire sous beaucoup de thèmes. On pourrait la rechercher avec des expositions sur les métiers, sur la vie quotidienne au début du XXe, sur la ville de Pontivy au début du XXe siècle, sur la dentelle en France, sur les costumes, et vraisemblablement avec un certain nombre de thèmes autres en plus. Alors une conséquence de la pluralité de ces thèmes, c'est qu'il est difficile de les classer. Il est intéressant d'évoquer constamment, quelle que soit l'image, l'idée de fonction de la personne ou de l'objet essentiel représenté, l'idée de temps, la date si possible précise, et le lieu si possible précise. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas du tout évident. Quand on regarde une image, on est parfois obnubilé par son centre d'intérêt à soi quand on regarde, et on oublie une partie des éléments éventuellement significatifs pour d'autres de cette même image. Bon, alors on en arrive à l'idée de classement. Alors ça m'a fait plaisir tout à l'heure ce que Carole Saunier a dit. Toute classification pour certains est bonne et pour d'autres, elle n'est jamais vraiment bonne. À mon avis,
suite de son avis, toute classification n'est jamais bonne. Elle est éventuellement pas mauvaise, jamais bonne. Bon. Et ce qui est important avec Dastun surtout, et avec peut-être des autres équipes qui se trouvent en France maintenant et aux États-Unis, je peux dire aussi, c'est l'action, c'est le fait social de faire un collectage, d'aller chez des gens. C'est des cris et une situation où la musique est jouée, où on discute de la musique, où on se trouve ensemble, où on aide de créer des situations où la culture peut rester vivante. C'est ça que j'étais un peu étonnée à trouver un archive ici en Bretagne qui n'était pas un archive. En effet, c'était un groupe de gens qui s'intéressent à une culture vivante. C'était pas des gens qui mettent des choses dans une à part là pour les garder pour la postérité. C'était pas cette idée. C'est là aussi. Il est bien évident qu'à partir du moment où on a affaire à des gens qui ne sont que des gens qui analysent, qui regardent, mais qui ne s'impliquent pas dans l'affaire, on ne parle plus le même langage parce que, en général, le phénomène associatif, et j'aimerais bien qu'on arrête un petit peu de parler de Dastun parce que là, on est en train de faire une fixation, j'ai l'impression, mais le phénomène associatif en général s'implique et travaille quelquefois plus avec son cœur qu'avec son esprit, et c'est un petit peu l'origine des reproches qui ont pu être faits tout à l'heure. Mais je crois que
c'est un problème de démarche et de prise de conscience, comme le disait Loïs Cutter. Je pense qu'on peut faire un travail scientifique, entre guillemets, et pour autant, quand même, être capable de s'impliquer dans cette démarche-là et d'être aussi un acteur et pas simplement un observateur. Je crois que c'est ça le vrai problème. Être un acteur et pas seulement un observateur extérieur. Ces propos de Patrick Malrieux ne seront pas contredits par Per Denez, professeur à la section de celtique de l'Université de Haute-Bretagne de Rennes. Qui mieux que lui, en effet, pouvait parler avec chaleur du combat pour la survie du breton et de la culture de notre peuple. Alors, la minorisation d'ailleurs, ça nous connaît depuis longtemps. Ça fait des siècles que les gens qui parlent breton sont des minoritaires. Il faut remonter peut-être à un petit millier d'années pour trouver en Bretagne une société dans laquelle l'ensemble des classes de la société utilise la langue bretonne pour la totalité de ses activités. Petit à petit, la noblesse, d'abord, l'a abandonnée. Et quand a-t-elle abandonné la langue? Eh bien, quand elle a été vaincue, et vaincue sur les champs de bataille. Et à ce moment-là, la loi de Jules Ferry n'existait pas, mais il y avait une école pour les nobles, c'était la cour de France. Et c'était là qu'on envoyait les enfants des familles nobles pour y pratiquer le bon et le beau langage qui était le français du roi. Eh bien, cette entreprise d'assimilation, et assimilation signifie destruction, ça signifie destruction d'un aspect de la culture humaine, voilà des siècles que ça se produit chez nous. Après la noblesse, c'est à peine si on peut parler de la bourgeoisie. La bourgeoisie, chez nous, a toujours été française. Et alors, la société évoluant et l'État intervenant de plus en plus à cause de la technique, du développement des communications et de faits qui n'avaient rien à voir avec le problème en question, l'État intervenant de plus en plus dans la vie quotidienne des citoyens, c'est le peuple qui s'est trouvé confronté à l'entreprise d'assimilation et de minorisation. Il faut dire que cette entreprise a toujours rencontré des obstacles et que les Bretons se sont toujours rebellés contre le fait qu'on aurait voulu les faire disparaître en tant que peuple. Parmi les gens qui travaillent sur le terrain en Bretagne, certains ont plus précisément axé leurs recherches sur le milieu maritime. Franche Eléguette de Tudabro a publié l'histoire d'une guémonière. Bernard Cadorette collabore à l'édition des livres et des disques du Chasse-Marée. Philippe Blouette, quant à lui, a réalisé l'album numéro 6 de Dastum sur son pays natal de Questembert. C'est un récit d'une femme donc, qui est née en 1906 à Lilia, à Plouguerneau. Vous voyez où ça se trouve, vous voyez peut-être pas, c'est pas grave. La Bervrac, vous voyez où c'est, ça donne sur la Bervrac. Hein, elle était à Perros, c'est donc l'un des ports de la Bervrac. Vous avez le port de Plaisance d'un côté, Perros est en face. Et c'est là effectivement qu'habitait cette femme qui allait récolter le goémon à Quéménès. Quéménès, ça se trouve entre le Conquet et Ouessant. C'est l'une des îles, là, l'une des petites îles qui se trouve donc entre le Conquet et Ouessant. Et ce sont donc des gens qui quittaient Perros
à peu près 6 mois par an, on va y revenir, pour aller habiter sur l'île, et plus exactement sur la presqu'île de Quéménès, pendant 6 mois. Et pour voir aussi, pour l'anecdote, on peut ajouter l'effet thérapeutique de ce type de collecte. C'était une femme qui se portait très mal, quelque temps après que je l'avais vue, interviewée. Elle se portait très mal, elle était gravement malade, et puis lorsqu'est sorti le premier numéro de Tulabro, je suis allé lui porter la traduction de son histoire de vie. Et immédiatement, elle s'est portée beaucoup mieux, et alors qu'elle n'avait plus d'appétit, qu'elle était déprimée, mais vraiment très gravement malade, elle a lu ce récit, et je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle me disait, ça lui a prolongé son existence de sûrement quelques mois. Et elle a revécu complètement, elle s'est retrouvée après avoir lu son... C'est ce que c'était confirmé par sa famille. À l'origine de cette structure, il y a un petit groupe d'amis qui forment en 1972 une petite association qui s'appelle Arvag, le bateau en breton. Elle compte une dizaine de membres. Elle s'est formée pour une raison très simple, c'est la constatation de la carence à peu près complète de l'ethnologie officielle en matière de culture maritime. Le cas est particulièrement évident en Bretagne, qui, contrairement à ce qu'on pourrait attendre au vu de son histoire, a un mouvement culturel presque exclusivement formé sur le modèle des instituteurs français, c'est-à-dire que l'idée même qu'il puisse y avoir une culture maritime n'est pas reçue, enfin du moins ne l'était pas jusqu'à il y a très peu de temps. Alors, quand on voit la bibliographie bretonne, qui était un des plus gros sujets bibliographiques en Europe, on comptait peut-être une quinzaine de bouquins sérieux sur le sujet, ce qui est vraiment ridicule, alors qu'on en compte par milliers dans le domaine de la civilisation rurale. Et puis ça s'en allait très vite, vous connaissez bien le problème, et donc on s'est mis au travail, à une dizaine. Donc le but finalement, c'était la sauvegarde du patrimoine culturel des hommes du littoral de la Bretagne et puis des régions voisines, parce qu'on ne peut pas, selon nous, se priver des possibilités de comparaison avec ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres. Si on reprend la thèse de Léon Fleuriot, la Haute-Bretagne est une région normalement qui a été colonisée un peu avant les Normands, c'est-à-dire un peu avant la moitié du Xe siècle, mais ces colons bretons qui se sont installés en Haute-Bretagne, disons, ont perdu le breton progressivement, premièrement à cause de l'arrivée des Normands, et puis deuxièmement à cause du départ des seigneurs et des moines abbés, des abbayes bretonnes, vers le bassin parisien ou vers la Normandie. C'est-à-dire qu'en Haute-Bretagne, le breton est mort par endroits, là où il avait été implanté avant le Xe siècle. Bon, alors donc la région de Redon, comme la plupart de la Haute-Bretagne, a des régions, il y a dans la Haute-Bretagne des régions qui ont conservé le breton plus longtemps que d'autres. Certaines régions en Haute-Bretagne n'ont jamais connu le breton, et si vous voulez, là-dedans, le pays de Questembert donc, ne connaît pas ce problème, puisque le pays de Questembert était bretonnant jusqu'au milieu du siècle dernier. Bon, alors le pays de Redon, donc, qui a perdu le breton sans doute depuis très longtemps, depuis peut-être le XIVe ou le XVe siècle, avait des chansons en français, puisque la chanson au Pays Gallo est en français. Alors, on a pu penser au départ que la chanson dans le pays de Questembert était disons, une chanson toute nouvelle. C'est ce qu'on a pu penser actuellement, enfin c'est ce qu'on pense actuellement, c'est que le pays de Questembert perdant le breton dans le courant du XIXe siècle, la chanson traditionnelle existant juste à côté était une chanson en gallo, était la chanson du pays de Redon. Donc la chanson dans le pays de Questembert actuellement est une chanson, sans doute la même chanson que dans le pays gallo, avec ceci donc comme différence, c'est que apparemment donc il n'y a pas de bons chanteurs, c'est-à-dire que la tradition chantée dans le pays de Questembert ne serait pas récente en français, ou en gallo si vous voulez. Donc ce serait la cause de ce fait donc qu'il n'y a pas de bons chanteurs, de très très bons chanteurs, disons qui ne sont pas en majorité dans le pays de Questembert. Enfin, personnellement je pense que tous ces problèmes de collecte, de conservation, de diffusion à l'échelle d'une région comme la nôtre ont une solution d'ordre politique. Il faut que nos élus, en réfléchissant avec nous, parce qu'il nous appartient de réfléchir avec eux, de leur faire des propositions,
définissent, et je crois que c'est en cours, et s'il y a des élus dans la salle, ils pourront peut-être nous répondre, réfléchissent à une politique de collecte, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel breton. Sinon, nous continuerons chacun dans notre petit coin, les Rennais à Rennes, les Nantais à Nantes, les Brestois à Brest, les Quimpérois, s'ils ressortent de l'oubli à Quimper, à faire leur travail. Et Dastum continuera dans son coin à accumuler des textes, à faire des erreurs, mais je crois que sur les erreurs, il faut passer parce que l'acquis est plutôt positif. Si la concertation avec les institutions officielles et les pouvoirs publics est indispensable à la poursuite de l'action d'associations telles que Dastum, suffira-t-elle à assurer la survie de notre culture, à la préserver des dangers qui la guettent, à la disparition progressive et à l'enfermement dans des musées et des bibliothèques?
det l'échange de vie och sån en debatt. Me changer, peut di meilleur, me changer, peut di meilleur. Me changer, peut di meilleur, ne vais-tu mettre la bourre. Me changer, peut di meilleur, ne vais-tu mettre la bourre. Me bermani, oui, en remade, me bermani, oui, en remade. Me bermani, oui, en remade, di vorta me labura. Bermani, oui, en remade, di vorta me labura. Di vorta me labura, di vorta me labura. Di vorta me labura, calmezura e carcagnana. Vorta me labura, calmezura e carcagnana. Giader parne vitela, giader parne vitela. Giader parne vitela, giader gerna warnina. Giader parne vitela, giader gerna warnina. Giaudi ya kornenele, giaudi ya kornenele. Giaudi ya kornenele, da warnina tadesele. Giaudi ya kornenele, da warnina tadesele. On va faire un avant deux dit de la Mézière. Enfin, je ne savais pas que ça s'appelait de la Mézière. C'est Jean Baron qui me l'a dit. Marie a dit qu'elle va nous chanter la chanson de la guerre 14-18 et qu'il y a des gens dans la salle qui ont perdu ils ont des gens de leur famille pendant cette période-là et qui se rappellent. Di dolçaim mignonne, taviglavai cano, nam bue pinder ben magello i gisclerio. Brăzăl mă zuzavă, tană blia coardă, golă lăiăragă vrău, tu te dau pe zonă. Olă lăiăragă vrău, tu te dau pe zonă, tu dăm du de gomprâneu, antană oacrogăt. Tu dăm du de gomprâneu, antană oacrogăt, agă vaie brăzăl brază, oa discleriet. Oa discleriet de brăzăl, trăie prusagă, Franță, n-Angleterre, Russie, tu toandă n-alianță. În Angleterre, Russie, tu toandă n-alianță, tu doa galvă de gamobil, ai montă sută în France. Tu doa galvă de gamobil, ai montă sută în France, tu șantile baronă, faizantă ta goblan.
On a du chêne, des tontons, près de l'air,